الجميل. كل من انضم الينا اللحظه اهلا وسهلا ومرحبا، حللتم اهلا ونزلتم سهلا. هنا في جامعه قسنطينه واحد الاخوه من توري. نمر واياكم الى محاضره ثانيه من تقديم الاستاذ الياس بيدي عن جامعه قسنطينه تحت تصفيقتكم جميعا. شكرا. السلام عليكم. Donc, je suis ravi aujourd'hui d'être parmi vous pour essayer de présenter une thématique. Beaucoup d'industriels a une importance par rapport au côté industriel. Donc, c'est les technologies de soudage, progrès et innovation. Donc, pour cela, la présentation va se décomposer en 7 parties. Donc, je vais tout d'abord commencer par mon parcours académique pour essayer de faire un seul lien avec ce que je vais présenter aujourd'hui. Donc, je vais présenter après les techniques de soudage, ensuite les moyens d'instrumentation utilisés dans le domaine du soudage. Après, forcément, il y a de la modélisation expérimentale. Ensuite, il faut optimiser les procédés par des modèles numériques prédictifs. Comme tout modèle, il faut avoir des méthodes d'optimisation. Et enfin, je vais finir par une conclusion. Donc, mon parcours académique, donc, ce tableau résume un peu mon parcours académique par rapport au diplôme. Donc, je dirais qu'il y a deux phases. La première phase en graduation, c'est-à-dire la partie licence jusqu'au master recherche. Où je me suis suivi des spécialités en mécanique, modélisation et matériaux. Et la particularité que lorsque j'ai commencé ma thèse, donc j'ai travaillé plutôt sur le domaine du soudage côté thermique. Donc justement, pour faire le lien avec ce que je fais par rapport, parce que le soudage je ne connais pas avant. Je connais le soudeur du coin, mais le soudage, je suis découvert le soudage que c'est un domaine vraiment vaste, multidisciplinaire. Donc, en commençant par le contexte et les objectifs de ma thèse, d'accord. Donc, comme tout industriel, et dans mon cas, j'ai travaillé avec la société Areva nucléaire. Donc, cette société a comme objectif d'augmenter la productivité grâce, bien sûr, à un accroissement des vitesses de soudage, tout en assurant une bonne fiabilité en termes de qualité des cordons. Donc, d'où l'utilisation d'un nouveau procédé, qui est le procédé hybride. Donc, c'est une combinaison d'un laser avec une torche chimique. On peut utiliser aussi du MAC. Donc, pour cela, nous avons adapté deux parcours, c'est-à-dire l'étude de procédés hybrides en essayant d'axer sur des paramètres opératoires, c'est-à-dire d'essayer d'optimiser ces paramètres, tout en mettant l'accent sur l'instrumentation. Ensuite, la proposition d'une modélisation numérique, pour essayer d'optimiser les essais, donc avec une approche dite source équivalente. Donc, c'était le projet ou le but final, c'est d'essayer de calculer les déformations et les contraintes résiduelles. Parce qu'en soudage, c'est la maladie des cordons, c'est les déformations et les contraintes résiduelles. Donc, je vais commencer un petit peu par une présentation par rapport à la classification des procédés de soudage. Donc, les procédés de soudage sont classés généralement en fonction d'énergie. D'accord. Ce qui nous intéresse dans cette présentation, c'est sur les procédés en arc électrique et les procédés à focalisation, c'est-à-dire les procédés laser. Donc la figure d'en bas présente un cordon où il y a des différentes zones qui existent dans un cordon de soudure, c'est-à-dire la zone fondue, la zone affectée thermiquement et le métal de base. Donc je vais pas présenter tous les procédés, donc je vais m'axer sur les procédés que j'ai travaillé. Donc c'est le MIG, MAC et le procédé laser. Et ensuite il y a la complémentarité entre les deux. On voit bien que le procédé MIG c'est un procédé à l'arc électrique avec un fil qui est automatique.
Et on peut aussi automatiser le procédé en mettant sur une tête un robot. Donc les avantages du MIG, c'est avoir un apport de matière conséquent et c'est une technologie peu coûteuse. Donc, mais l'inconvénient du soudage à l'arc rythmique, c'est les faibles vitesses, parce que j'ai déjà prononcé auparavant que l'objectif c'est d'augmenter la productivité avec un accroissement des vitesses de soudage. Concernant le procédé laser c'est un procédé où on peut avoir des pénétrations importantes, des vitesses de soudage élevées et surtout des faibles déformations par rapport au MIG. Mais cette technologie laser est coûteuse et des tolérances d'accostage demandent des tolérances d'accostage importantes. D'où la nécessité d'utiliser un nouveau procédé non conventionnel qui le soudage hybride. C'est une combinaison entre une tête laser, d'accord, et avec une torche MIG MAG, c'est-à-dire un arc électrique. Donc on voit qu'il y a une distance entre les deux, c'est-à-dire distancée par un paramètre qui s'appelle DL, la distance entre le laser et le MIG. Les avantages, c'est qu'on va augmenter considérablement la vitesse de soudage, une augmentation des tolérances d'accostage, amélioration de la qualité du cordon de soudure, une augmentation de pénétration et surtout une réduction de porosité. Sur les trois macrographies en bas, on voit bien une macrographie mixeur, laser seul et hybride laser. On voit qu'il y a une importante pénétration qu'on a vraiment besoin pour le soudage. Voici exemple de bon d'essai, c'est-à-dire l'ensemble, c'est-à-dire on a deux sources. On a la source laser et on a le poste de soudure à l'arc de type Trans plus Synergie 5000. Donc, et le tout est monté sur une tête Fronus avec un robot de type KUKA à 6 axes. Donc, c'est-à-dire le procédé il est à 100% automatisé. C'est ça ce qu'on cherche, c'est à chaque fois l'industriel demande d'automatiser le procédé. Maintenant, il faut passer à une instrumentation par rapport au procédé de soudage. C'est-à-dire, l'instrumentation, il faut avoir le maximum d'informations. À chaque fois, on dit que la simulation, la théorie, elle est là, mais l'expérimental, il est indispensable pour valider les modèles. Donc, la caractérisation géométrique de la zone fondue. Les macrographies, généralement, sont les premières informations permettant de nous renseigner sur la forme et la taille de la zone fondue. Donc, et aussi d'essayer de valider le modèle numérique, c'est-à-dire la première information qui ne coûte pas cher, c'est-à-dire on peut avoir la macrographie, c'est une caractérisation simple à faire, malgré on a beaucoup de difficultés à le faire ici. Donc, on voit bien un exemple de coupe macrographique transverse et coupe macrographique longitudinale issue d'un procédé de soudage hybride, c'est un remplissage d'un chanfrein. On peut avoir des informations et on a deux types de macrographie issus de laser seul et du MIG seul. C'est-à-dire, on voit bien la différence entre les trois types de procédés. Je précise bien que les macrographies sont la première information qui va nous renseigner par rapport au choix du modèle numérique. Malheureusement, la macrographie donne une image écrasée, c'est-à-dire on n'a pas d'information en temps réel. Si on va comparer notre modèle numérique par rapport à la macrographie, on va dire que c'est bon, on peut caler le modèle, mais réellement, on n'a pas l'information en temps réel. C'est-à-dire, l'information en temps réel, on peut l'avoir par rapport à deux instrumentations. La première, c'est les thermogrammes, c'est-à-dire il faut avoir le champ de température en temps T. Et dans le cadre de notre étude, nous avons développé des méthodes de visualisation par caméra rapide. Sachant que cette technique, elle n'est pas aussi simple à mettre en place, parce qu'il y a des
production de l'arc électrique avec le laser, c'est-à-dire on va voir rien, c'est-à-dire si on n'arrive pas à mettre bien des conditions d'essai, on ne peut pas visualiser des choses. Et l'objectif, la figure présente par exemple la position de la caméra rapide avec l'échantillon où on voit bien le MIG et le laser avec un angle de 45 degrés. Sur les figures de droite, on a trois types, c'est-à-dire on voit bien à plat, le soudage la taille du bel fusion, on peut distinguer l'angle d'inclinaison, sachant que ces informations sont nécessaires après pour le développement du modèle. C'est-à-dire on ne va pas inspirer un modèle de la nature, donc il faut avoir des bases solides. Et aussi, c'est-à-dire la visualisation par caméra rapide peut nous renseigner sur la vitesse du bain, c'est-à-dire lors du soudage, le bain bouge énormément. Après, je vais vous présenter des vidéos par rapport à ça. Et par rapport au transfert de métal fondu, on sait qu'il y a plusieurs types de transfert en utilisant le MIG. Ensuite, comme j'ai déjà cité, l'acquisition de température par thermographe infrarouge. C'est-à-dire, si on arrive vraiment à caler notre modèle par rapport à la forme de la zone fondue, par rapport à la longueur du bain et par rapport au thermogramme, c'est-à-dire ce qui nous intéresse réellement en soudage, je ne vais pas avancer la modélisation, mais on peut visualiser les champs de température en utilisant des caméras infrarouges, sachant que maintenant il y a des caméras infrarouges rapides aussi, c'est-à-dire elles intègrent deux options. Voici la figure présente une image de la cartographie de champ de température dans une pièce à souder. La figure d'en bas présente deux thermogrammes d'évolution de température sur deux points donnés. Il y a un autre moyen de caractérisation aussi, on reste dans les températures, donc c'est l'acquisition de température en utilisant des thermocouples de type K. Donc il y a une différence de technologie ou la technique entre les thermocouples et la thermographie infrarouge. Bien sûr, la thermographie infrarouge, elle est plus simple parce que le problème de thermocouple, c'est l'implantation. Il faut avoir vraiment des techniques bien précises. Il n'y en a pas beaucoup de labos qui font ça. Donc, la figure présente centrale d'acquisition et tout ça, tout le bon d'essai afin d'acquérir le maximum d'informations autour de la zone fondue. Donc la température est très importante, je précise bien, parce que lors du soudage, il y a plusieurs phénomènes qui interviennent lors des opérations de soudage, et surtout par rapport aux déformations et contraintes, c'est-à-dire qu'il faut remonter à la cartographie, c'est-à-dire ce qu'elle a subi la pièce au moment du passage de la torche. Une autre méthode, maintenant on sort un peu de tout ce qui est thermique et forme, il y a aussi des méthodes de mesure par méthode de corrélation d'image. C'est-à-dire l'objectif c'est quoi? C'est essayer de quantifier de la fermeture de l'armure. On sait que lorsqu'on soude, on fait du remplissage des chanfreins, et surtout on utilise ça sur les pipelines, c'est-à-dire on fait du remplissage de 20-30 mm. Donc il y a des déformations par rapport à l'élévation de champ de température, et aussi cette méthode va nous permettre aussi de retrouver la contrainte grâce aux mesures de la déformation, bien sûr, à travers un loi de comportement du matériau. Donc on voit bien les bénéfices de cette méthode. Les deux figures, c'est-à-dire présentent le profil du bord de la rayure. On voit bien avant et après, on voit bien la déformation vers l'intérieur. L'échantillon est présenté sur la figure à droite en haut, et le banc expérimental par rapport à la mise en place.
Et on voit bien aussi le profil de l'armure au cours des 3 passes. On voit bien que vraiment, il y a, la pièce, elle a subi une déformation due à la température. Ces informations restent aussi un outil de comparaison par rapport au modèle, c'est-à-dire on peut faire un modèle multiphysique, c'est-à-dire un couplage thermomécanique, où on voit bien la pièce qu'elle a subie comme champ de température et à la fin qu'est-ce qu'elle a subi comme déformation. C'est-à-dire que c'est un outil aussi puissant pour comparer toujours les modèles. Et tout ça, c'est-à-dire lors d'un travail, il faut vraiment mettre l'accent sur les moyens expérimentaux. Parce que je sais que malheureusement, ces choses-là n'ont pas été faites ici. C'est-à-dire, malheureusement, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ensuite, après ce qu'on a fait par rapport aux moyens d'instrumentation, il y a la partie modélisation expérimentale. C'est-à-dire on peut modéliser expérimentalement, sachant qu'avant chaque travail, il faut mettre en place une méthodologie de travail. C'est-à-dire l'objectif de cette méthode est d'essayer d'obtenir les objectifs, bien sûr. Dans notre cas, c'est l'étude des procédés de soudage généralement, c'est-à-dire lorsqu'on fait une méthode, il faut la généraliser. Elle n'est pas spécialement pour une méthode ou un procédé donné. C'est-à-dire cette démarche englobe 2 axes, l'axe expérimental et l'axe numérique. Donc, avant tout ça, ce que j'ai présenté auparavant, c'est-à-dire nous avons mis l'accent sur les moyens d'instrumentation, c'est-à-dire avoir la forme de l'agent fondu, avoir la forme du bain, avoir les thermogrammes de température, la déformation et tout ça. Et ensuite, donc forcément, un point important aussi par rapport à la comparaison des modèles, c'est-à-dire pour la validation plutôt, on peut aussi avoir une idée par rapport à la maîtrise des procédés, parce que l'objectif c'est quoi? Généralement, si on a un phénomène, on a un procédé donné, quel que soit le soudage, soit un procédé, donc il faut chercher à comprendre les phénomènes ou à maîtriser ce problème, et on ne peut pas comprendre sans faire des essais. Donc ensuite, nous avons aussi utilisé les plans d'expérience expérimentaux. Les plans d'expérience expérimentaux, leur rôle, c'est d'essayer de quantifier les effets de paramètres d'entrée sur des fonctions données. Les fonctions données, généralement, soit la température, soit la largeur ou la morphologie du cordon. Tout ça, ça va nous renseigner pour l'optimisation des paramètres opératoires. Toutes ces informations seront intégrées ensuite sur des modèles que j'ai dit des modèles directs, d'accord, c'est purement conductif dans notre cas, avec une définition de source équivalente. C'est la méthode des sources équivalentes. Ensuite, il faut passer par une optimisation des paramètres ressources, parce qu'on se retrouve avec des paramètres non physiques. C'est-à-dire on a l'énergie, on a tout, mais on se retrouve avec des paramètres non physiques à optimiser. Donc pour cela, il existe plusieurs méthodes. Dans notre cas, nous avons choisi la méthode inverse. Et surtout, nous avons développé une nouvelle méthode qui s'appelle la méthode des plans d'expérience numérique dans notre cas. C'est-à-dire, on connaît tous les plans d'expérience expérimentaux, mais les plans d'expérience numériques, ils sont là pour essayer de consolider notre modèle. La modélisation expérimentale, vu la complexité du procédé de soudage hybride laser 8, vis-à-vis, bien sûr, le grand nombre de paramètres opératoires de soudage, on sait que dans un procédé de soudage, déjà, on a du mal à régler les paramètres et si on arrive à bien gérer ces paramètres, on peut avoir des cordons de qualité. Donc, des interactions aussi probables entre ces paramètres. Donc, d'où la nécessité d'utiliser la méthode des plans d'expérience expérimentale. Donc, l'objectif ou le principe, c'est de faire varier le nombre de paramètres, les facteurs à la fois, mais d'une manière programmée, bien sûr, et raisonnée. Donc, diminution du nombre d'essais,
nombre de facteurs étudiés très grand, donc détection des interactions entre les facteurs et détection des valeurs optimales. Et ensuite, on peut poser des modèles mathématiques qui relient du tout les fonctions objectives aux facteurs. Donc tout ça fait à l'optimisation de la géométrie de Gordon et surtout à l'optimisation des paramètres de soudage. Donc pour cela, j'ai mis un exemple de fonction objective dans le cas de soudage ou remplissage des chanfreins. Donc il y a la pénétration latérale, c'est une fonction très importante pour essayer d'adhérer entre le métal de base et l'apport de matière. Donc il faut définir aussi les facteurs d'influence ou les paramètres, c'est-à-dire la question qui va se poser, on a beaucoup de paramètres, mais pourquoi on a choisi ces paramètres? Parce que par expérience, on développe des connaissances, on sait à peu près plus ou moins quel est le paramètre qui influe sur quoi, mais donc c'est pour ça, généralement l'étude se fait sur 2 étapes, c'est-à-dire la première étape d'essayer de prendre le maximum d'informations, de paramètres plutôt, et après on va se concentrer sur 4-5 paramètres qui ont vraiment une influence significative sur la forme de la zone fondue. Là on a la vitesse de fil, on a la distance entre le laser et le MIG, on a la vitesse de soudage bien sûr, la puissance laser et la défocalisation laser. Donc comme j'ai déjà cité que la première information c'est les macrographies, donc on voit bien qu'il y a une diversité des résultats obtenus. Donc on a fait 32 essais, d'accord, de niveau 5, c'est-à-dire 2 puissance 5, on a fait 32 essais, donc on a obtenu 32 macrographies avec des différences de paramètres. Donc après les résultats qu'on a fait, on trace le diagramme des effets de Pareto, c'est l'amplitude des effets provoqués par les facteurs d'influence et bien sûr leur interaction par rapport à la fonction pénétration totale. Donc l'histogramme de Pareto est une représentation graphique par ordre décroissant d'importance dans les effets provoqués par les facteurs. Donc on voit bien quel est le paramètre le plus influent sur notre fonction objective qui est dans notre cas la pénétration latérale. On voit bien que la pénétration latérale est principalement influencée par la vitesse de soudage, la puissance laser et leur interaction. Il ne faut pas oublier que des fois il y a des interactions qui sont là. C'est-à-dire lorsqu'on a un niveau donné de laser, de puissance laser par rapport à la vitesse du soudage, ça va changer. On voit bien après par rapport sur surface de réponse. Donc après tout ça, on dégage la modélisation expérimentale, c'est-à-dire la pénétration latérale totale en fonction des paramètres, c'est-à-dire on peut bien sûr, cette fonction elle est valable dans le domaine des paramètres choisis, c'est-à-dire si on sort des paramètres des niveaux inférieurs ou supérieurs, cette équation elle est plus valable, c'est-à-dire il faut faire d'autres essais. Donc aussi par rapport à ça on peut tracer les surfaces de réponse, c'est-à-dire surtout lorsqu'on a des interactions. On voit bien la variation, les 2 figures présentent une variation de pénétration latérale totale. La première, la vitesse de soudage avec la puissance laser, on a vu qu'il y a une influence significative par rapport à ça. Et la deuxième, c'est la variation de la pénétration latérale en fonction de la vitesse de fil et la distance laser. On voit bien qu'il y a une influence significative dans le premier cas, c'est-à-dire pour des faibles de vitesse, l'effet de la puissance laser sur la pénétration latérale est plus important que pour les grandes vitesses, c'est-à-dire la même puissance varie lorsqu'on varie l'autre paramètre. Ça, ce qu'on peut dégager de ce graphe-là. Le deuxième, c'est une influence non significative. On voit bien qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Maintenant, on sort d'expérimental. Il bouge de l'argent et juste un titre. Lors de ma thèse de doctorat, le chiffre, c'est-à-dire le budget alloué aux expériences, c'était 120 000 €. Donc c'est un chiffre à obtenu, c'est-à-dire j'avais carte blanche. Bon,
après, c'est bon, l'expérience, c'est bon, mais attention, il ne faut pas abuser, donc ça coûte de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut essayer de vraiment faire juste. Donc c'est pour ça qu'on passe à la modélisation numérique, c'est-à-dire au développement des modèles numériques prédictifs. Généralement, j'ai fait plusieurs simulations, mais là, on se focalise sur la simulation du procédé de soudage, c'est-à-dire le soudage fait intervenir de nombreux phénomènes physiques, de l'ordre de la thermique, c'est-à-dire chauffage et refroidissement du matériau, de la métallurgie, solidification et transformation de phase du matériau, et de la mécanique du solide, c'est-à-dire apparition des contraintes et déformations. Bien sûr, à éviter la figure présente de couplage, c'est-à-dire là on voit bien la difficulté par rapport à la simulation numérique, c'est-à-dire on a 3 phénomènes, chaque phénomène vraiment à part. Donc pour cela, il faut avoir toujours des solutions. Donc pour la modélisation du soudage, il existe 2 approches. La première approche, c'est une approche multiphysique, c'est-à-dire le nom, déjà multiphysique, il y a de la physique derrière. Et la deuxième, c'est une approche source équivalente. Donc on va bien décortiquer les deux approches pour essayer de dégager une approche, c'est-à-dire, comme j'ai déjà cité, avant tout travail, il faut vraiment choisir le cadre. C'est-à-dire quel est le moyen qu'on a pour essayer d'arriver au but. L'approche multiphysique, cette approche consiste à résoudre un problème magnéto-hydrodynamique, c'est-à-dire le nom déjà, il est en couplant la physique de la source d'énergie, c'est-à-dire que le laser, on a une source d'énergie, son interaction avec le bain de soudage, c'est-à-dire on a le cathode, l'anode, tout ça, et il y a la création de l'arc électrique, c'est-à-dire il y a un transfert d'énergie dans le bain de soudage, et sa diffusion dans le solide. Aussi, on a des problèmes de marronnier et tout ça, c'est-à-dire c'est un problème vraiment très complexe. Il y a des études qui ont fait par rapport à ça, mais ils n'ont pas fait tout. C'est-à-dire, tu vas vous trouver avec une partie. Tu vas étudier une partie parce que la complexité vraiment. Et sinon, tu vas essayer d'alléger tout ça. Tu te retrouves avec un modèle empirique ou semi-empirique, c'est-à-dire tu reviens à un autre modèle. C'est-à-dire, dans notre cas, on a réfléchi autrement, c'est-à-dire l'objectif, je précise que c'est le calcul des contraintes et des déformations au niveau des pièces. Ce calcul n'est valable si on a l'historique de la température, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a subi la pièce comme effet thermique, c'est-à-dire là il faut passer à un calcul thermomécanique, c'est-à-dire on lance tout ce qui est thermique, c'est-à-dire l'équation de la chaleur, résoudre l'équation de la chaleur, et ensuite intégrer dans le calcul mécanique. Donc, par contre, cette approche, qui est l'approche source équivalente, ou on peut dire source de chaleur équivalente, cette approche consiste à résoudre un problème de conduction non linéaire dans les pièces à assembler en utilisant un concept dit source équivalente. Dans ce cas, on peut se donner une forme analytique a priori de la source volumique représentant plutôt l'énergie du procédé. C'est-à-dire essayer d'englober une forme donnée et essayer d'injecter l'énergie dans cette enveloppe. Donc les paramètres de cette source sont estimés par plusieurs méthodes. Comme toute méthode, elle a ses avantages et ses inconvénients. Donc parmi ses avantages, elle est facile à mettre en place avec un temps de calcul acceptable par rapport à l'approche multiphysique. Mais voici un exemple de source de chaleur équivalente. Il existe beaucoup, c'est-à-dire chaque source a pour modéliser un procédé. C'est-à-dire si on a un procédé, par exemple surfacique, on peut utiliser une source surfacique. Si on a par exemple un laser défocalisé en surface, on peut utiliser une source surfacique. Les sources volumiques, j'ai présenté une source qui est connue, la source double ellipsoïde proposée par Goddard. On a une partie avant, une partie arrière.
où, par exemple, on voit bien qu'on a le fameux Q, c'est l'énergie de la source. Et on a les paramètres AR, AF, B et C sont les axes de l'ellipsoïde, c'est-à-dire qu'on va représenter la quantité d'énergie dégagée par demi ou un arc électrique en utilisant une équation ou une expression mathématique. On a FR et FF des coefficients de distribution de la chaleur, c'est-à-dire on a une partie qui va venir devant l'arc et une partie qui va derrière l'arc due à la vitesse de déplacement. Voici un exemple pour être clair de modèles de sources équivalentes comme ça, c'est-à-dire ces équations sont par la suite intégrées donc comme ça. On voit bien qu'on a modélisé le soudage hybride, c'est-à-dire le MIG plus le laser, par deux types de sources. La première source, c'est une source surfacique, bien sûr, avec une partie pariétale sur les parois, parce que c'est des chanfreins. C'est le laser avec les réflexions multiples sur les parois. Et on a la distribution des champs de température par rapport aux sources Goldach. On voit bien la partie avant et la partie derrière. C'est seulement un exemple, j'en ai beaucoup par rapport à plusieurs procédés. Donc maintenant, il existe des paramètres non physiques à optimiser. Le problème, comme j'ai déjà cité, cette source elle est bien, si on arrive bien à caler ou choisir plutôt les sources, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire la première étape, on va récupérer la macrographie, voir un peu la forme et essayer de calquer c'est-à-dire au début c'est un travail manuel, c'est-à-dire par expérience, on développe des connaissances par rapport au choix de ces sources. Mais le problème, on voit bien qu'on voit l'énergie, c'est-à-dire l'énergie de l'arc, elle est là, mais on voit bien qu'il y a des paramètres non physiques. Après, le choix de ces paramètres, c'est un casse-tête, c'est-à-dire qu'il y a une multitude de choix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution unique à ce problème. Il faut essayer d'automatiser cette méthode. Donc, d'où la nécessité d'utiliser ou d'exploiter des méthodes d'optimisation. Aussi, il existe beaucoup de méthodes, mais nous avons focalisé sur une méthode qui est la méthode inverse et la méthode des plans d'expérience numérique. C'est-à-dire la méthode de plan d'expérience numérique, comme la méthode des plans expérimentales, c'est-à-dire on a en entrée des paramètres donnés, un nombre important, et à la fin, on a des fonctions de sortie, d'essayer un peu de caler ces paramètres de source, ou c'est des paramètres expérimentaux par rapport à la sortie, c'est-à-dire la sortie ici, c'est par rapport à caler à la forme de la zone fondue, essayer de comparer et à avoir un modèle qui représente plus fidèlement la réalité. Je reviens un peu à la méthode inverse. C'est essayer, donc le principe de cette méthode, essayer de minimiser l'écart entre les températures mesurées et calculées. Bien sûr, essayer de trouver les paramètres de source optimale. Quels sont les paramètres optimaux qui vont permettre de caler ces paramètres et de donner ces paramètres automatisés, c'est-à-dire à chaque fois revient le mot automatisé, c'est-à-dire on ne peut pas faire aléatoirement. Par rapport au plan d'expérience, c'est essayer d'estimer des effets, des paramètres, des sources équivalentes sur les différentes grandeurs, c'est-à-dire on va caractériser la morphologie du cordon, la largeur, la hauteur et tout ça, et essayer de trouver l'ajustement des paramètres. Seulement brièvement, parce que franchement, chaque méthode, chaque procédé demande vraiment du temps. Là, j'ai vraiment allé trop vite. Donc, c'est un couplage entre MATLAB et comme ça, c'est-à-dire qu'on a des programmes où on va intégrer des sources de chaleur, c'est-à-dire l'objectif, c'est quoi? C'est essayer de minimiser l'écart de température. C'est pour ça, là, les thermocouples, on a besoin de l'information du thermocouple, sinon on n'arrive pas à faire cette méthode. C'est-à-dire, si on n'a pas le champ de température expérimental, on ne peut pas faire cette méthode, on ne peut pas remonter aux paramètres. C'est-à-dire, l'objectif, c'est essayer de minimiser l'écart entre les températures mesurées et les températures calculées, afin de trouver des paramètres optimaux, bien sûr, avec un critère d'arrêt.
Donc la même chose, l'optimisation par méthode des plans d'expérience. Donc on a développé, vu que la première méthode c'est une méthode complexe, hein, elle n'est pas facile à mettre en place, et toujours on cherche la facilité. En science on cherche la facilité et avec des résultats très satisfaisants bien sûr. On a toujours un modèle numérique, c'est-à-dire au départ il faut avoir un modèle direct, c'est-à-dire avec ce qu'il a, c'est-à-dire avec ses avantages, ses inconvénients. On va faire un listing des paramètres dans un premier temps. Après, on va faire la conception du plan d'expérience par rapport au nombre de paramètres et le nombre de niveaux. Après, on fait la résolution de tous les calculs par méthode directe. Et ensuite, on fait l'analyse des résultats d'estimation des effets. Ensuite, on sort l'optimisation des paramètres. Bien sûr, on va fixer un écart. Là, j'ai mis 2%, je voulais mettre 5, 2, 3, ça dépend au domaine. Si l'écart est inférieur, c'est bon, on a obtenu les paramètres optimaux. Sinon, il faut améliorer ou modifier le modèle. Parce que lors de notre travail, on a mis beaucoup de modèles. Cette méthode nous a permis de voir vraiment la solidification, plutôt la solidité du modèle. Est-ce qu'il est bon ou n'est pas bon? C'est-à-dire, est-ce qu'il est flexible ou pas? C'est-à-dire, il y a des choses, peut-être si on aura le temps d'autres fois. Voici un exemple, brièvement, on a beaucoup de comparaisons. C'est-à-dire, à la fin, généralement, les études sont faites par rapport à une comparaison de la forme de la zone fondue. Je précise que cette comparaison, elle n'est pas toujours bonne, c'est-à-dire parce qu'on n'a pas l'information en sens temporel, et on peut aussi comparer la taille du bain de fusion. On voit bien qu'il y a une adéquation entre les températures calculées et mesurées sur un thermocouple donné. Je vais finir par une conclusion. Donc, cette démarche nous a permis, par rapport à la validation de méthodologie de travail, c'est-à-dire on a mis en place au départ une méthodologie de travail, on a réussi à obtenir des objectifs de départ. Donc, l'exploitation, on a mis l'accent sur l'exploitation de plusieurs types de caractérisation, que ce soit la forme de la zone fondue, la longueur du bain en utilisant de la caméra rapide et la température en utilisant les thermocouples. On a réussi à mettre des modèles numériques pertinents, c'est-à-dire ensuite on a optimisé ces paramètres en utilisant des techniques. L'utilisation, maintenant l'utilisation, c'est-à-dire en perspective, il faut passer à l'utilisation de l'intelligence artificielle en soudage, comme tous les domaines, afin d'essayer d'automatiser les tâches, bien sûr, l'amélioration de la qualité des cordons et en augmentant la productivité avec les vitesses. Donc, détecter les défauts en temps réel, c'est-à-dire on peut avoir de l'information en temps réel, essayer de régler des paramètres en temps réel, c'est-à-dire on ne va pas attendre la fin de l'opération soudage pour faire le contrôle et ensuite on va essayer de rectifier ou essayer de jeter cette pièce. Donc, et aussi d'optimiser les trajectoires de soudage. Aussi, on peut avoir une information en temps réel en facilitant le contrôle qualité. Enfin, j'aimerais bien intégrer des nouvelles techniques de soudage en Algérie parce que l'objectif, c'est que malheureusement, on est un peu loin dans certains domaines. J'ai vu personnellement sur des sociétés qui utilisent des techniques, des anciennes techniques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas passé à l'automatisation de ce domaine, sachant que à 70% des assemblages au monde utilisent des procédés de soudage, c'est-à-dire il y a vraiment un enjeu important et surtout que notre pays est axé sur le pétrole et le gaz, donc on a besoin de construire des pipelines à chaque fois, on a recours à ces techniques d'assemblage. Bon, enfin, merci pour votre attention, j'espère que j'étais clair et rapide.